ici. Et Monsieur Mediamol, pardon, à Madame Saintille. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Point 0, approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 28 septembre 2016. Y a-t-il des questions à ce sujet? Oui, Monsieur Paul. Ça marche? Oui. Juste par rapport à l'intervention que j'avais faite concernant la subvention destinée au tablé de Vic, simplement modifier sur la manière dont c'est rédigé. À savoir, ce que j'ai dit, c'était que le comité des maires n'ayant pas de pouvoir de décision, c'était simplement une tendance qui était sortie, que c'était le conseil communautaire qui acterait. Or là, c'est marqué que la décision avait été prise au comité des maires. Bon, le comité des maires ne prend pas de décision, donne juste un avis. C'est juste ça. D'accord, très bien. On modifiera ça. D'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 1, institutions et vie politique. Il s'agit de prendre acte de la démission d'une conseillère municipale, Madame Corinne Viéville, qui m'a fait part de son souhait de quitter le conseil municipal le 25 octobre dernier. Et depuis donc que j'ai suivi la règle qui consiste à demander à la personne suivante de prendre la place, néanmoins les deux personnes qui constituaient la liste qui est devenue le groupe majoritaire et qui étaient les personnes suivantes étaient des personnes qui avaient clairement toujours manifesté leur souhait de ne pas siéger au conseil municipal même au moment de l'élection. Donc j'ai essayé, donc, après un processus de courrier, le fait de recevoir leurs réponses, c'est au tour de Madame Gégère que j'ai contacté, que je n'ai pas encore eu, mais en qui j'ai tout à fait confiance pour rejoindre ces bancs. Des questions? Madame Corsini? Il y a donc une démission d'un membre du conseil municipal. Nous souhaiterions connaître les motifs de cette démission, étant entendu qu'il semblerait qu'il y ait, au regard de cette démission, confusion entre des faits d'ordre privé concernant le maire de Vic et d'ordre communal. Pouvez-vous nous fixer? Je pense qu'il me sera toujours très difficile de vous fixer, madame. Mais toujours est-il que madame Viéville a exposé les raisons de son souhait de démissionner, qui sont des raisons de plusieurs ordres, à un courrier qui m'était uniquement adressé. Et je ne crois pas qu'il soit de ma responsabilité de rendre public ces raisons. Néanmoins, si vous souhaitez les connaître, je vous conseille de vous adresser à elle directement. Point numéro 2. Décision modificative de finances, et je donne la parole à Madame Boiry. La décision modificative numéro 2 a été étudiée en commission des finances du 3 novembre 2016, en détail compte par compte. Donc je vais faire une synthèse très très rapide. En section d'investissement, la décision modificative porte sur un montant en charges et produits de 266 000 euros. En fonctionnement, elle porte sur un montant de 227 000 euros en charges et produits, soit un total de 493 000 euros. Et l'une des principales écritures est un virement de crédit entre la section de fonctionnement et la section d'investissement pour un montant pondéré par les baisses d'amortissement de 203 720 euros. Nous accueillons Monsieur Jean-Louis Curette. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, bien sûr, puisque j'ai procuration. Avec une explication de vote. Oui, l'explication de vote, c'est que Explication de vote, je vous en prie.
Oui, l'explication de vote, c'est que nous votons contre, puisque nous avons voté contre le budget. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Point numéro 3. Donc là, simplement un petit point sur le bilan du Festival de la gastronomie des Tablés de Vic. Madame Boiry, encore une fois. Donc, le bilan financier du Festival de la gastronomie s'élève à des dépenses réelles de 116 785,25 €, une valeur de stock de 10 870 €, une billetterie pour un montant de 72 249 €, un sponsoring à hauteur de 13 400 €, des valeurs de matériel à hauteur de 6 000 €, ce qui représente un bilan définitif de moins 14 266,25 €. Au niveau de la fréquentation, c'était 843 personnes le 13, 124 personnes le 14 à midi, 528 personnes le 14 au soir, 632 personnes le 15 au soir. Repas payant. Oui, Madame Saint-Hilaire. Oui, nous souhaiterions, comme l'année dernière, deux choses. D'abord, qu'un rapport détaillé soit donné en commission des finances, ce qui n'a pas été le cas lors de la dernière commission des finances. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous souhaiterions aussi que ce bilan détaillé soit public. Aucun problème. Point suivant. Point numéro 4, taxe foncière, Madame Boiry. La commune a été destinataire le 3 novembre 2016 d'un avis d'imposition relatif à la taxe foncière de la propriété 6-25 route de Tarbes que nous sommes en train de vendre actuellement, qui avait été légué par une administrée à la commune en 2013. Le reste à payer pour l'exercice 2014 est de 783 € qu'il conviendra d'acter par délibération. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point numéro 5, admission en non-valeur pour les exercices 2012, 13, 14 et 15. Madame Boiry. Comme je l'ai proposé en commission des finances du 3 novembre 2016, je vous propose de mettre en non-valeur une somme 41 titres pour un montant total de 1 698,63 € qui correspond à des sommes impayées, surtout des frais de cantine et périscolaires pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Passons maintenant au chapitre services publics. Point numéro 6, sur la procédure de délégation de services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Donc c'est simplement un point pour information. Vous dire que la commission relative à justement l'étude des appels d'offres concernant la délégation de l'eau et de l'assainissement, donc qui prendra effet le 1er juillet 2017 pour une durée de 13 ans. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait voté. Elle s'est réunie à 2 reprises pour examiner les offres de 3 concessionnaires potentiels sur à la fois l'eau et sur l'assainissement. Il s'agit de SOR, de Suez et de Veolia. Donc on est en train d'étudier ces offres. L'étude de ces offres est tout à fait complexe, puisque nous sommes accompagnés d'un bureau d'études, puisqu'il s'agit de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui nous est présenté, et ce sont des dossiers de plusieurs centaines de pages. Néanmoins, nous trouvons qu'à ce stade, à l'étude de ce qu'on a pu voir, les concessionnaires font des efforts pour que les services, et surtout la qualité des services, et surtout le prix qu'ils vont nous facturer, soient tout à fait raisonnables. Donc à suivre. Vraisemblablement, la commission donnera son avis, je dirais première quinzaine de décembre ou plus tard, et ce qui me poussera par la suite à lancer les négociations avec 1, 2 ou 3 de ces concessionnaires, selon les règles en vigueur. Voilà, point pour information. Question, Monsieur Paul.
Oui, alors par rapport à cette commission, je tenais à m'excuser. C'est moi qui siégeais à cette commission. Le problème, c'est qu'à 16h30, 2 fois, j'ai pas pu y aller. Et le suppléant, M. Curette, ne peut pas. Je vous demanderai si c'est possible de pouvoir modifier le suppléant, le nom du suppléant à l'avenir, ou du titulaire, enfin, changer un des deux, parce que c'est compliqué à 16h30. Bon, avec le travail, 2 fois, j'ai pas pu. Voilà. Oui, Je remercie M. Noguer qui m'avait appelé pour me dire voilà, qui avait fait le boulot, mais bon, moi je ne peux pas, j'ai une entreprise, c'est compliqué la journée. Voilà, c'était juste ça. Je comprends tout à fait et j'ai été très surpris de votre absence puisque à de nombreuses reprises on nous a reproché voilà. de ne pas faire participer le groupe majoritaire et sur un des sujets les plus essentiels. Effectivement, j'ai été assez surpris. Néanmoins, est-ce que réglementairement c'est possible? Ça, Moi, si techniquement c'est possible, je l'accepte volontiers. Donc à vérifier. Si on ne peut pas le modifier, ben on ne peut pas. Comme au dernier conseil, j'étais le premier à vous reprocher de ne pas vous associer. C'est pour ça que je tenais à m'excuser par rapport à ça. Voilà. Alors Madame Sainty. Oui, donc comme M. Paul et M. Curé n'ont pas pu être présents aux 2 réunions, est-il possible que les membres du groupe minoritaire soient destinataires des dossiers pour quand même en prendre connaissance? C'est réglementairement impossible. Et je vous laisse peut-être, je confierai le soin à la directrice générale des services de faire une note là-dessus, mais il y a des règles hyper strictes qui encadrent ces commissions, et sachez qui me dépassent complètement, hein, que je respecte, et sachez que justement, c'est pour ça que c'est compliqué de remplacer, et me semble-t-il, c'est pas possible de rendre public à ce stade les dossiers qui vont être négociés par la suite. Je le ferais bien volontiers honnêtement, moi, si je pouvais tout mettre sur la place publique pour qu'on voit qu'on essaie de négocier de la manière la plus transparente, je le ferais. Je suis soumis au respect des règles concernant ces délégations de service public. Il ne s'agit pas de rendre public. Sur certaines commissions, vous acceptez et nous acceptons aussi qu'un certain nombre de personnes soient remplacées. Je voudrais savoir pourquoi dans certaines commissions c'est possible et pas d'autres. De là à rendre les choses publiques, non. Nous sommes élus, nous sommes autour de la table, nous sommes 6, nous voudrions pouvoir prendre connaissance du contenu des dossiers. Or, normalement, nous avons accès aux dossiers techniques. Alors, démocratie. Je vais donner la parole à la directrice générale des services qui, je vous l'assure, met toute sa compétence et qui est très grande au service de notre commune et de la démocratie au sein de notre commune. Mademoiselle. Juste à préciser, effectivement, c'est une commission municipale, mais c'est une commission municipale très particulière parce qu'elle est formalisée. À ce titre-là, vous recevez les convocations par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous êtes nominativement identifié. Cette procédure, il y a également des membres avec voix consultative que sont le trésorier et le représentant de la directe qui ont eux aussi accès au dossier. Néanmoins, les dossiers ne peuvent pas être communiqués aux autres membres qui ne composent pas cette commission-là. Après, si évidemment le bureau d'études nous dit qu'il n'y a pas de difficulté, nous vous les communiquerons. Néanmoins, on nous a demandé d'être très précis et très attentif sur la communication des éléments, les délais et l'ensemble des procédures. Voilà. C'est une commission communale, mais c'est une commission communale très particulière de délégation de services publics qui est encadrée par une nouvelle ordonnance qui est sortie en février dernier. Voilà. Monsieur Paul. Ouais, donc du coup, moi je peux avoir accès en tant que membre. Ah oui. D'accord. Donc oui. À ce moment-là, je passerai au M. Curé ou moi, on passera. Oui, ça vous tout à fait comme membre. D'accord, merci. C'est simplement qu'il faut bien comprendre que là, le montant total qu'on va négocier devrait dépasser la dizaine de millions d'euros. Donc on va éviter de mettre des vices de procédure ou de ne pas respecter à la lettre les règles qui nous sont imposées et que nous devons respecter. Madame Corsini. Oui, je précise simplement que si 2 membres qui participent à la commission connaissent les informations, de la même façon que les conseillers municipaux du groupe majoritaire, forcément l'information circule entre les membres des conseils municipaux, des conseillers municipaux. Ben, excusez-moi, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a parfois justement des moments où des dossiers qui sont confidentiels et qu'on peut juger opportun ou inopportun de partager. Mais bon, visiblement, vous n'avez pas vraiment cette éthique. En tout cas, pour ma part, je ne partage pas l'intégralité des informations qu'on vient me donner et je trouve que c'est parfois beaucoup plus sain, justement. Bon, ce point étant simplement pour information. Point numéro 7, service d'instruction du droit des sols du pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Val d'Adour, Madame Chartrain.
Depuis le désengagement des services instructeurs de la DDT, l'instruction des autorisations d'urbanisme est réalisée pour le compte de la commune par le pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Val-d'Adour depuis le 1er juillet 2015. Des modifications mineures ont été apportées à la convention initialement signée. Les délais d'engagement n'ont pas changé et courent toujours depuis le 1er juillet 2015 pour une durée de 5 ans, résiliable avec un préavis d'1 an. Pour la commune de Vic-en-Bigorre, le coût de l'instruction des autorisations d'urbanisme était évalué à 22 500 € pour l'année 2015. La commune s'est acquittée de la somme de 17 649,58 €. Pour 2016, un premier acompte a été versé pour un montant de 14 084,50 €. Pour l'année 2017, le coût prévisionnel est fixé à 23 653 €. Pour rappel, le coût de ce service est calculé selon les modalités suivantes. Une part fixe reposant sur le nombre d'habitants de la commune adhérente, population 2012 5306 habitants, avec un forfait de 2,535 € par habitant. Une part variable, calculée selon un coût à l'acte, établi sur la moyenne de l'ensemble des communes adhérentes sur les 3 dernières années, multiplié par le nombre d'actes produits. Permis de construire, 130,80 €. Certificat d'urbanisme opérationnel, 52,30 €. Déclaration préalable, 91,50 €. Permis d'aménager, 156,90 €. Permis de démolir, 104,60 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il donc des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8, sur l'implantation de bornes électriques sur le territoire communal. La parole est à Monsieur Joseph. Donc, il vous est proposé de mettre au vote une convention d'occupation du domaine public entre le SDE 65 et la commune. Le sujet étant l'implantation de bornes électriques sur le territoire communal afin de pouvoir recharger les véhicules électriques. Donc, pour mémoire, la commune avait antérieurement adopté le principe d'installation des bornes de recharge électrique sur le territoire. Donc, il est proposé au printemps 2017 l'installation de 2 bornes en centre-ville, une à la place du Corps Franc-Pommiès, prise en charge par la communauté de communes de Vic, Montané. Pour information, donc, les travaux de pré-câblage avaient déjà été réalisés lors des travaux du parking. La deuxième étant placée place Gambetta et serait avec un financement communal. Donc, afin de réaliser cette installation, il est nécessaire d'acter par convention les modalités d'occupation du domaine public. Également, pour information, il y aurait une 3e borne, mais qui fera l'objet d'un autre vote, qui serait placée sur le parking en face du nouveau cabinet médical. Et sur recommandation du DST donc, que nous avions validé, c'est d'attendre que le cabinet médical soit fait pour adapter les travaux et pas refaire plusieurs fois le travail. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Point numéro 9, maintenant, qui concerne la réorganisation des services préfectoraux, qui est un point pour information, et l'instruction biométrique des cartes nationales d'identité. Donc, en fait, il y a effectivement une réforme sur les modalités de traitement des cartes d'identité, et à partir du printemps prochain, les communes qui sont déjà équipées pour le traitement des passeports biométriques auront la gestion dématérialisée des cartes nationales d'identité. Donc cela veut dire pour la commune de Vic qu'on va avoir un nouveau bureau en rez-de-chaussée justement dédié à cet effet avec une réorganisation du service population, l'affectation d'un agent sur cette mission à 50% de son temps de travail. En 2015, la commune a traité 450 passeports biométriques et 400 CNI.
carte nationale d'identité. En accompagnement de cette mission, l'État va nous allouer une somme, une enveloppe annuelle financière de 8 580 € en complément des 5 030 qu'elle versait déjà pour la gestion des passeports biométriques. Donc, on va devoir grossir nos services sur le pôle population en gérant les cartes nationales d'identité avec un nouveau bureau. Et ça, c'était justement sur demande de la préfecture. Il y a eu une réunion au début du mois d'octobre à ce sujet. Alors effectivement, ça va être un coût et une réorganisation pour la commune. En même temps, c'est une nécessité et ce coût est compensé, mais en partie, partiellement, pour probablement à l'ordre d'un tiers, je pense, du coût total, à hauteur de 8 580 € par l'État. Y a-t-il des questions? C'était pour information. Point numéro 10. Alors, il s'agit d'une résolution de vœux sur le maintien de services de France Domaine dans les Hautes-Pyrénées. Donc, l'association départementale des maires, dont la commune de Vic est adhérente, a saisi la commune de Vic sur le vœu du maintien du service de France Domaine face aux restructurations envisagées par un projet de loi porté par le gouvernement. En effet, les modifications suivantes sont envisagées. Relèvement du seuil de saisine pour les acquisitions à 200 000 € au lieu de 75 à ce jour. Absence de traitement des demandes en deçà du seuil sauf situation motivée. Refonte totale de l'implantation territoriale des services et des agents évaluateurs installés à l'échelle supradépartementale au niveau de chef-lieu de région. Mise en service d'une application Patrim Colloque ouverte aux communes pour réaliser elles-mêmes leur estimation. Donc en fait, l'association départementale des maires soulignait que ça crée des inégalités de traitement entre les collectivités. Et il nous semble qu'effectivement, ce vœu de maintien du service de France Domaine, à un moment où on nous demande déjà beaucoup de choses, était quelque chose de tout à fait pertinent. Et donc, nous nous joignons à l'association départementale des maires. Le conseil départemental aussi s'est joint à cette résolution. Donc, c'est contre le gouvernement, mais ce n'est pas quelque chose d'éminemment politique, puisque nous rejoignons une initiative de collectivité ayant la même couleur que le gouvernement. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions sur ce vœu? Des abstentions? 5 ou 6 abstentions? Non, c'était M. Curé. Attends, c'était qui? Merci beaucoup. Chapitre patrimoine et urbanisme. Point numéro 11 sur l'étude de l'aménagement du cœur de ville. Donc, nous avons décidé de travailler au réaménagement du cœur de la commune, du centre-ville, avec à la fois l'intracanal, mais aussi toute la partie qui va entre les allées, la halle, et puis tout ce que ça implique en termes de sens de circulation et d'aménagement des abords directs de la commune. Comme nous l'avons vu lors du dernier conseil municipal, nous avons pris un bureau d'études qui s'appelle Talarchi, qui est déjà venu nous présenter le début de son travail. En tout cas, on a défini un calendrier. C'est un travail qui va être véritablement fait avec une véritable concertation de la population, parce qu'il s'agit vraiment de pouvoir rendre actif l'ensemble des Vicois sur leur pratique du centre-ville et leurs attentes à ce niveau-là. Donc le bureau en question a proposé de mettre en place 3 ateliers thématiques qu'ils ont appelés donc atelier Racontez-nous la ville, atelier le samedi matin c'est jour de marché, atelier l'hier, aujourd'hui, demain, et une permanence à ce moment-là aussi, et atelier au fil de l'eau. Donc là, des problématiques plus liées à l'échesse. Donc ces différents ateliers auront lieu, donc le premier, il aura lieu, c'est le 16, voilà. Du 16 au 25 novembre pour Racontez-nous la ville, le 26 novembre pour le samedi matin, jour de marché, le 2 décembre pour hier, aujourd'hui, demain, et le 10 décembre pour l'atelier au fil de l'eau. Voilà. Donc l'idée est de pouvoir véritablement créer de la concertation, des moments d'échange thématiques, ça ne part pas dans tous les sens non plus,
mais que chacun puisse participer à ces ateliers qui sont complètement libres. Je crois qu'il y a aussi l'idée d'un dossier ou d'un livret sur lequel chaque Vicois peut donner son avis sur les possibles développements. En termes de calendrier, il s'agit de pouvoir définir un projet pour le mois de mars ou le mois d'avril. Je crois, si ma mémoire est bonne, en termes de calendrier. Voilà. Et avec des travaux, une première tranche de travaux qui ira de fin 2017 à début 2018, d'un seul coup, et une dernière tranche en 2019. Donc en fait, une double tranche entre fin 2017 et 2018. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Madame Santini. Lors de la commission de travaux, j'ai appris donc qu'un bureau d'études avait été mandaté. J'ai posé la question suivante. Quel est le coût de cette étude et pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel d'offres via la commission d'appel d'offres? Donc je voudrais avoir des réponses. Je crois je suis quasiment sûr qu'il y a eu un appel d'offres. Quand? Il y a eu un appel d'offres avant le résultat de l'appel d'offres, donc c'était il y a 2 mois, 3 mois. Écoutez, je suis membre de la commission d'appel d'offres. Moi, je n'ai pas étudié ce dossier. Je n'ai pas raté les réunions de la commission d'appel d'offres. Donc je voudrais savoir à quel moment ça s'est situé, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la commission d'appel d'offres est là, il peut peut-être me donner des explications. La procédure n'a pas été dans la commission d'appel d'offres, mais il y a eu une mise en concurrence tout à fait claire. On pourra vous faire parvenir une note qui explique le fonctionnement qui a été choisi, mais encore une fois, il n'y avait aucun dessin caché derrière. Je ne jette aucun soupçon, je pose des questions concrètes. Je voudrais savoir quel est le coût de l'étude et pourquoi ça n'est pas passé devant la commission d'appel d'offres. Un peu plus de 50 000 euros. 50 000 euros, normalement, ça passe devant la commission d'appel d'offres. Mais il n'y a eu aucun dossier là-dessus présenté il y a 2-3 mois. En fait, il y a quand même une chose dont il va falloir être très clair, très clair, c'est que vous demandiez des explications sur la façon dont les choses se passent, c'est une chose. En revanche, vous dites que la façon dont les choses se passent n'est pas normale, ça revient à remettre en cause la compétence des agents. Parce que ce sont les agents qui font les choses. Non, mais que vous vouliez ou non, Donc, les choses se passent dans le respect du droit. Et j'en veux pour preuve que ce sont justement des agents hyper compétents qui sont garants de respect de ce droit. Monsieur le maire. Donc, il n'y a pas de... Attendez, je termine mon propos. Donc, je veux bien demander des explications, on sera ravi de les donner, mais s'il vous plaît, ne mettez pas en cause la capacité de nos directeurs de service à pouvoir mettre en œuvre les dossiers dans le respect du droit des collectivités territoriales. Monsieur le maire, vous ne m'entraînerez pas là-dessus. Il est hors de question que je mette en cause dites pas que c'est pas normal. La compétence des agents. Je m'adresse au maire de Vic, je demande des explications. Ne commencez pas à dire que j'attaque les agents des services. Vous dites que c'est pas normal. Ce n'est pas mon fait. Je vous donne des explications. Il n'y avait pas à réunir de commission d'appel d'offres sur ce sujet. Pourquoi, monsieur? Eh bien, vous demanderez aux agents qui sont responsables de cela. Non, c'est à vous que je le demande. Non, je m'adresse pas aux agents. La technicité sur le code des collectivités territoriales n'est pas aux élus. Je suis désolé. Je pose la question, pourquoi un dossier qui coûte 50 000 euros n'a-t-il pas été présenté à la commission d'appel d'offres? Parce que c'est le droit. Désolé, j'y siège. Pourquoi? Parce que c'est le droit. Alors dites-moi dans quel contexte. Excusez-moi, si vous pensez que la commune n'a pas respecté le droit, à ce moment-là, allez voir au tribunal administratif et faites les démarches. La commune respecte le droit. Et vous ne m'entraînerez jamais sur le fait d'accuser les agents des services de la mairie. Jamais. Ce n'est pas dans mon état d'esprit et ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Je vous demande de me faire une réponse. Je demande, moi c'est très simple. Moi, je ne suis pas agent des collectivités territoriales. Mon métier n'est pas de connaître parfaitement le droit des collectivités territoriales. Mon mandat, c'est d'essayer de faire que les choses, de prendre les décisions politiques pour essayer d'avoir une vision pour ma commune et essayer de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux et que les choses progressent. Maintenant, il y a effectivement... Vous croyez que je suis le plus grand spécialiste pour savoir comment on refait une route?
Il y a un directeur des services techniques comme ça. Vous croyez que je suis le plus grand spécialiste pour savoir comment on organise les ATSEM dans les salles de classe? Non, il y a une directrice du service enfance pour ça. Vous croyez que je suis le plus grand spécialiste pour gérer un budget municipal de manière technique? Non, il y a un directeur des finances pour ça. Par contre, c'est ma responsabilité, et sous la responsabilité de la directrice générale des services, de pouvoir dire dans quelle direction on va. On me présente des décisions et je les assume. Mais encore une fois, vous ne comprenez pas, mais attaquer et dire ce n'est pas normal et que l'on n'a pas suivi le protocole, c'est remettre en question la compétence des agents, ce que je ne vous laisserai pas faire. Donc la prochaine fois que vous avez un commentaire dans ce sens-là, réfléchissez-y à 2 fois, parce que c'est remettre en question la compétence des agents. Et quand je lis dans des torchons des choses où on dit que les routes ne sont mal faites, etc., c'est qui qu'on attaque? Ce sont les agents. Ce sont les agents parce que ce sont eux qui décident ça. Si. Monsieur non, le maire. on n'a pas terminé, on parlera après. Parce que maintenant, ça commence à suffire, ceci. Ça commence à suffire. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je dirais simplement que chaque fois qu'on pose une question, qui est une question de droit, vous essayez de nous entraîner sur des champs qui ne sont pas les nôtres. Nous ne remettrons jamais la compétence des agents. D'autant que l'ancienne municipalité... Vous vous rendez pas compte, mais c'est pas grave. Excusez-moi, ne Écoutez, coupez pas la grave, parole. L'ancienne municipalité a pu apprécier la compétence de ces agents-là. Donc je vous pose une question, vous ne répondez pas et vous essayez de me culpabiliser en me disant que je porte la tête à des agents de service des collectivités. Je vous mets en face de vos contradictions que visiblement vous avez du mal à repérer. Je n'ai pas de contradiction. C'est triste. Le problème, c'est dès que vous... C'est tout à fait triste de ne pas comprendre que quand on dit que ce n'est pas normal... normal... je suis une imbécile, vous vous appliquez à nous le dire depuis longtemps. Je ne l'ai pas dit du tout, c'est vous qui l'avez dit, vous êtes responsable de vos propos. Moi, je dis que c'est triste de ne pas comprendre quand on attaque la compétence des agents. Moi, je suis désolée, à défaut, si vous ne voulez pas répondre, je pose la question au président de la commission d'appel d'offres. Était-il au courant de ce dossier? Pourquoi la commission n'a-t-elle pas été réunie? Point. Si vous me donnez une réponse qui est d'ordre législatif, légal, je m'en contente, mais vous ne m'entraînerez jamais sur le chapitre de la délation vis-à-vis des agents de la commune. Très bien. Alors, point numéro 14 de l'ancien conseil municipal qui a été voté, sur lequel vous avez voté contre. Consultation d'une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'aménagement cœur de ville. Comme déjà évoqué, la commune a lancé un programme d'aménagement du cœur de ville et a souhaité sélectionner la maîtrise d'œuvre pour l'accompagner dans cette mission. Un jury d'audition composé d'adjoints reçu le 19 septembre dernier 4 bureaux d'études en deuxième phase de sélection. La DAC 65 qui a élaboré le dossier de consultation, donc on fait appel à des services départementaux pour nous aider, et la présélection des candidatures a proposé une synthèse des candidatures reposant sur les 2 critères d'attribution du marché. 50% la valeur technique, 50% le prix. Monsieur le maire fait part de la conclusion de la DAC 65. L'équipe de maîtrise d'œuvre SARL Talarchi, habité de Vieux, reçoit une note globale de 95 points. Le bureau d'études Casal, le second candidat, obtient la note de 90,54. La note Terre-Histoire SARL est de 56,16 et celle de SARL Dume Architecture 54,23. Aussi, au vu des préconisations de la DAC 65 et des entretiens du 19 septembre 2016, Monsieur le maire propose de revenir sur le bureau de maîtrise d'œuvre TAL Archi pour un coût de 51 300 € hors taxe. Monsieur Paul fait remarquer qu'il n'y avait aucun membre du groupe minoritaire dans le cadre de ce jury de sélection et qu'une fois de plus, les élus minoritaires sont exclus des dossiers en cours. Donc, quand ils sont invités, ils ne viennent pas. Monsieur le maire propose de valider le choix de la maîtrise d'œuvre, à savoir le bureau d'études SARL TAL Archi. Celui-ci est adopté à la majorité avec 5 abstentions. Ce compte-rendu, madame, vous venez de le valider en point zéro. Alors maintenant, il faudrait peut-être arrêter, être cohérent, et si votre seule conception d'être au conseil municipal, c'est essayer de trouver la petite bête et essayer justement de remettre en cause le travail des agents, vous pouvez rigoler, madame Corsini, vous n'en êtes pas moins honorée. Je suis désolé. Cette attitude, elle est absolument non constructive. Donc je souhaiterais, à l'avenir, qu'on puisse au moins engager la discussion sur des vrais sujets. Sauf si vous n'avez rien à dire. Non, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous notons que vous ne répondez pas à la question posée. Bref, des gens auront fait quelque chose pour la commune, d'autres auront été mesquins jusqu'au bout des pieds. Alors, c'était un point pour information. Je voudrais pour information, parce que bon, je crois qu'il faut que là-dessus on calme les esprits, mais que l'on soit tous constructifs et qu'on se base sur quelque chose. D'après notre connaissance, et là effectivement, au-dessus de 25 000 €, on est obligé de passer par une mise en concurrence. Et donc, ça passe par la commission d'appel d'offres, au-dessus de 25 000 €. Donc, monsieur Curette, vous pensez que vous y connaître mieux que la directrice des services? C'est la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, mise à jour le 29 avril 2016.
Et vous avez là la réglementation sur les marchés publics. Au-dessus de 25 000 euros, on est obligé de passer par la commission d'appel d'offres. Donc, Monsieur Curette, vous allez avoir la réponse de la directrice générale des services. Donc effectivement, au-dessus de 25 000 euros, nous sommes tenus de mettre en concurrence. Mettre en concurrence, ça ne veut pas dire réunir la commission d'appel d'offres. Pour réunir la commission d'appel d'offres, il y a des seuils, à la fois sur les marchés de travaux, sur les marchés de fournitures et sur les marchés de services. Nous sommes sur un marché de moins de 90 000 euros. Il n'était absolument pas obligatoire de réunir la commission d'appel d'offres au sens où elle est posée par le Code général des collectivités territoriales. Par le passé, nous avons réuni la commission d'appel d'offres sous couvert de la procédure de marché public type procédure adaptée. Oui, mais même une procédure adaptée passe par une commission d'appel d'offres. Dans ce cas-là, il n'a absolument pas été préconisé par la DAC 65, dont nous avons pris attache autour de la maîtrise d'ouvrage, de réunir la commission d'appel d'offres. La DAC 65 n'a pas pour vocation à définir le droit. La DAC 65 est là pour être une assistante à maîtrise d'ouvrage. Je constate, Monsieur Curette, que comme les autres membres du groupe minoritaire, vous mettez en cause les compétences de la directrice des services qui vient de vous répondre le contraire de ce que vous disiez. Je dis clairement que là, il y a un point de droit sur lequel j'aimerais que l'on s'appuie, que l'on s'attache, et que effectivement, on puisse regarder quel est le point de droit. Mais de ce côté-là, il se trouve que je suis aussi fonctionnaire territorial et que je connais... Écoute, je suis ravi que vous ayez quelque chose pour vous reconvertir dans les mois qui viennent. Ah ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. En conseil municipal. Je suis désolé. Montrez l'exemple, monsieur le maire. Montrez l'exemple. Je suis heureux. Ce n'est pas le cas, là. Non. C'est vous qui déterminez, du coup, qui est intelligent et qui ne l'est pas. Je ne sais pas au nom de quoi, mais bon. En tout cas, oui, c'est vrai, ce sera peut-être fort utile. Ça n'en reste pas moins vrai. Alors, donc, on a bien constaté que le groupe minoritaire s'opposait effrontément aux règles énoncées par la directrice des services, ce que je regrette tout à fait. Bien, ce point étant simplement pour information. Point numéro 12, avec la convention entre le pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Val-d'Adour. Monsieur Joseph. Alors, donc il vous est soumis au vote la signature d'une convention entre le pôle d'équilibre territorial et rural du pays du Val-d'Adour et la commune de Vic-en-Bigorre au titre de l'opération collective de diagnostic énergétique du pays du Val-d'Adour. Donc le pays a souhaité soutenir et accompagner les collectivités du territoire dans leur démarche d'efficacité énergétique à travers une opération collective de diagnostic énergétique des bâtiments publics. Cette opération vise à réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics et aussi leur impact sur l'environnement, à réaliser des économies financières et à améliorer le confort d'utilisation des bâtiments. Cette opération consiste à mettre en place une commande groupée pour réaliser des diagnostics énergétiques des bâtiments publics. Le diagnostic énergétique doit, en s'appuyant sur les domaines disponibles, ainsi que sur des entretiens avec les personnes ressources de la collectivité, permettre de dresser un bilan énergétique du bâtiment identifié et ainsi de réaliser une évaluation des gisements d'économie d'énergie envisageables. En parallèle, la collectivité disposera d'un accompagnement complémentaire pour la définition des préconisations de travaux à réaliser. Donc les types de travaux, les qualités des matériaux, etc. La collectivité se verra proposer à l'issue de la mission un plan d'action concrète fondé sur des objectifs chiffrés. Donc le pays du Val-d'Adour étant maître d'ouvrage de cette opération, il se charge de l'ensemble des démarches administratives y afférentes. Rédaction du cahier des charges, consultation des cabinets spécialisés, analyse des offres, etc. Mais aussi la recherche d'un maximum de financement auprès de ses partenaires. Donc la commune souhaite proposer les bâtiments suivants pour l'étude. La mairie, les logements communaux 6-4 bis rue des Écoles, le restaurant scolaire Pierre Guillard. Il sera proposé donc d'approuver la convention entre le PETR du Val-d'Adour et la commune dans le cadre de l'opération collective de diagnostic énergétique. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Curette.
Oui, alors, on ne peut que se féliciter du travail qui est mené globalement sur les économies d'énergie. J'aurais simplement souhaité qu'on puisse regarder si jamais la mairie a besoin d'être intégrée à cette démarche-là, puisqu'on a déjà effectué, on a déjà effectué avec la communauté commune un diagnostic de performance énergétique sur le bâtiment de la mairie. Et je voudrais rappeler à notre assemblée qu'avec le contrat de territoire à énergie positive pour la croissance verte, nous avons obtenu, pour la commune de Vic-Bigorre, et dans le cadre d'un projet communautaire, nous avons obtenu les subventions suivantes. Rénovation énergétique de la mairie, sur 315 000 € de travaux, nous avons 65% de subventions. Donc je ne pense pas qu'on ira beaucoup au-delà avec le pays. Enfin, avec le pays, avec la nouvelle étude. Et que là, déjà, il y a déjà, sur ce bâtiment-là, déjà un diagnostic de performance énergétique qui a déjà été réalisé pour pouvoir réaliser les autres. Je ne parle pas des logements des points 2 et 3, logements communaux et restauration scolaire Pierre Guillard, qui, elles, n'ont pas fait l'objet de travaux. Par ailleurs, sur la rénovation énergétique de l'école Pierre Guillard, sur 387 000 €, nous avons 75% de subvention. Sur la rénovation énergétique de l'école du Petit Bois, nous avons, qui coûte 126 000 €, j'enlève les centimes, nous avons également 75% de subvention. Et sur l'étude d'optimisation de l'éclairage public, nous avons 30 000 €, 80% de subvention. Donc, ces conventions sont prêtes à signer. On attend, elles sont sur notre bureau à la communauté des communes. Le préfet doit nous réunir pour que les maires puissent signer, vous, monsieur le maire, et les 23 autres maires de la communauté des communes puissent signer les conventions à ce niveau-là. On attend simplement la date. Au total, sur 860 000 €, j'arrondis là également, nous obtenons sur Vic-Bigorre 610 000 €, et donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Il faut simplement souligner que les travaux doivent commencer avant le 31 décembre 2017 et doivent être terminés avant le 11 octobre 2019. C'est pour information. Merci et peut-être que sur la mairie, il faut peut-être voir si jamais il y a besoin de ce travail sur la performance énergétique sur la mairie elle-même. Merci beaucoup, Monsieur Curette. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. 4 abstentions. Point numéro 13, concernant les salons de l'hôtel de journée. Donc, je crois avoir déjà évoqué avec vous l'interrogation qui est la nôtre sur l'avenir de l'hôtel de journée par rapport à la mairie, puisque en fait, l'hôtel de journée n'est pas propriété de la municipalité, mais du centre hospitalier de Bigorre, et la municipalité est locataire de l'hôtel de journée pour un prix, je crois, annuel de l'ordre de 5 600 €. À partir de cette réflexion, nous nous sommes dit qu'il fallait probablement utiliser de manière plus dense, d'autant plus qu'on a d'autres salles pour les associations qui étaient présentes à l'hôtel de journée, cet hôtel. Et nous avons été sollicités par l'association Mémoire des guerres, qui est une association qui présente des expositions sur les différentes guerres avec des mannequins, des costumes d'époque, etc. Vous pouvez en voir quelques-uns dans le hall de la mairie, au premier étage. L'idée est donc que cette association puisse proposer au public, et notamment au public scolaire du département, une exposition particulièrement intéressante sur la Grande Guerre, à l'occasion notamment du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, je vous propose de mettre ce point à votre vote. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, les deux associations qui utilisent les locaux actuellement, est-ce que vous leur avez proposé d'autres salles pour se replier? Bien sûr, on les a reçus. On est en train justement, puisqu'on a encore jusqu'à un mois, on a un peu plus d'un mois pour faire ça. On leur a proposé d'autres salles et on est même en train de pouvoir en rénover une troisième qui serait encore plus adaptée, puisqu'en fait, c'est surtout pour les victambules, il y a un problème, il y a une question de stockage. Donc, il y a une salle d'à peu près 30 ou 40 mètres carrés qui m'ont demandé, et ensuite au moins une quinzaine de mètres carrés de stockage fermé. Donc ça, c'est un premier point, avec le stockage plutôt en rez-de-chaussée. Et en ce qui concerne les clubs des échecs, leurs problématiques sont les suivantes. D'abord, pas trop loin de l'école.
et au rez-de-chaussée, puisqu'il y a quelques joueurs d'échecs, quelques élèves handicapés. Voilà. Donc si ma mémoire est bonne, où ils devaient en accueillir un. En tout cas, voilà, c'était une de leurs demandes. Et donc oui, on a, et de manière temporaire et ensuite sur le plus long terme, bien évidemment, sinon on n'aurait pas fait. Et ensuite, j'ai une autre question. Cette exposition a vocation à être temporaire, me semble-t-il. Du coup, une fois que l'exposition sera finie, est-ce que ces salles, vous continuerez de les utiliser ou est-ce que vous résilierez le contrat de location? Alors, l'exposition a vocation, dans un premier temps, à être temporaire. Maintenant, si c'est un grand succès, on peut se reposer la question de la pérennité de cette exposition et d'en faire un musée. À ce moment-là, il faudra qu'on voit qui devient locataire du centre hospitalier de Bigorre. Est-ce que c'est toujours la commune? À ce moment-là, il faudra qu'on voit dans quelles conditions financières avec l'association, si elle fait payer les entrées, parce qu'on ne va pas faire payer les entrées et nous payer le loyer. Il y aura là, du coup, il faudra voir dans quelles conditions elle peut devenir pérenne. Mais avant de se poser la question de la pérennité, je veux être sûr que ça corresponde tout à fait à leurs besoins et aux besoins du public et que ça trouve un public. Mais me semble-t-il que cette association est déjà basée à Saint-Sever-de-Rustan, non? L'association est basée à Saint-Sever-de-Rustan, mais la raison pour laquelle ils ont souhaité exposer ailleurs, c'est qu'en fait, le conseil départemental, après avoir rénové une partie de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, n'acceptait plus que cette exposition soit située là-bas. Madame Corsini. Donc, est-ce que ça veut dire que le musée de Saint-Sever-de-Rustan est amené à disparaître? Non, pas que je sache, mais ça veut dire que le conseil départemental a souhaité que la partie qui concerne cette exposition ne pouvait plus être exposée. Mais il y a encore une autre partie. Est-ce qu'on a une idée, donc je n'ai peut-être pas entendu la réponse, mais elle a peut-être été dite, de la durée de l'exposition? Pas encore. Il faudra la définir. Il est clair qu'il y aura au moins jusqu'aux vacances d'été. Et ensuite, on se reposera la question. On fera un point d'étape. Au lieu de penser qu'on va créer une exposition qui va durer 2 ou 3 ans tout de suite, il vaut peut-être mieux se rendre compte, est-ce qu'il y a suffisamment de monde pour ouvrir les portes les jours adéquats? Est-ce que les scolaires répondent à l'appel? Est-ce que les locaux qui ont l'air de correspondent véritablement bien? Voilà. D'ailleurs, par rapport aux locaux, me semble-t-il que ce sont des bâtiments classés. Si c'est une exposition avec du public, et notamment des scolaires, est-ce qu'il n'y a pas justement des ententes entre le fait que ce soit classé, on ne puisse pas toucher, on ne puisse pas afficher, et le fait d'accueillir du public? Alors, on a déjà accueilli des publics dans les locaux. Souvenez-vous, il y avait une exposition de jeunes qui avaient fait des tableaux sur du lycée du Lectaf. Il y a déjà c'est un établissement recevant du public. Et je vous avoue que là aussi, mes services ne m'ont pas alerté sur cette problématique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si effectivement il devrait y avoir une affluence record, je pense qu'on se reposerait la question, mais non, on ne touche pas les boiseries. Oui, voilà, mais... Y a-t-il donc des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 14. Convention annuelle de mise à disposition des salles communales à la Maison des associations. Madame Boson. Donc, il s'agit d'une mise à disposition de locaux à la Maison des associations pour entreposage du patrimoine mobilier, association état-major général de la garde et des armées napoléoniennes. L'association actuellement localisée en Belgique va être dissoute. Une nouvelle association, dont le siège social sera situé à Vic en Bigorre, va courant décembre être créée. L'ensemble des biens mobiliers de l'association, uniformes, équipements, sera entreposé dans les locaux de la Maison des associations, anciennement loués à l'inspection académique. Outre le stockage des éléments de l'association, ses membres organiseront des réunions dans les locaux de l'ordre de 5 par an pour la préparation de leurs manifestations. Une convention de mise à disposition sera proposée pour approbation. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, oui, les locaux de l'association d'académie sont suffisamment grands de pouvoir tout entreposer, me semble-t-il. Mais par contre, si cette association n'utilise pas les locaux
plus que 5 fois par an, est-ce que ces locaux-là pourront être proposés pour d'autres associations ou pas? Ou le fait de stocker les costumes et autres empêcherait l'utilisation de ces locaux par d'autres associations? Pour l'instant, ces locaux sont inutilisés et je pense qu'ils ont un matériel assez important pour remplir. Parce que bon, les locaux sont quand même très grands, ils prennent toute la longueur du bâtiment. Donc c'était une question. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Et la deuxième partie sur la convention de celle de l'école de musique. Donc, dans le cadre des mises à disposition de salles à l'école de musique et à l'harmonie de l'indépendante, les conventions antérieurement signées ont été mises à jour en intégrant les modifications d'accès aux salles communales. Y a-t-il des questions sur ce point également? Non? Bon alors, des oppositions? Des abstentions? Non. Merci beaucoup. Voici un autre point important qui vient d'être résolu. Point numéro 15, la convention de mise à disposition des toilettes de la halle lors de manifestations associatives. Un point qui a l'air comme ça un petit peu trivial, mais qui a récemment posé quelques soucis. Donc, Madame Boson, pardon. La commune a installé des toilettes publiques sous la halle. Cet équipement, ouvert en juillet 2016, est accessible le samedi matin lors du marché et lors des manifestations communales. Les associations locales ont souhaité pouvoir utiliser cet équipement lors de leurs manifestations organisées sous la halle. La commune propose de conventionner avec les associations qui souhaitent disposer de cet équipement. Dans le cadre de cette mise à disposition gratuite, il appartiendra à l'association organisatrice de la manifestation sous la halle de veiller au respect du local, des éléments installés et d'en réaliser l'entretien. Les locaux devront être restitués propres en fin de manifestation. À défaut, la commune réalisera le nettoyage pour un tarif de 150 € facturé à l'association demanderesse. En cas de dégradation constatée sur les éléments sanitaires, les portes, les faïences, la responsabilité de l'association sera engagée. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Paul. Ce qui sous-entend que vous allez faire l'état des lieux avant et après chaque manifestation? Ça sous-entend bien cela. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Les toilettes seront donc mises à disposition. Merci beaucoup. Point numéro 16 et chapitre intercommunalité. Donc, il s'agit de délibérer une nouvelle fois, surtout sur le nom de la future intercommunalité. Bon, il y avait également le siège social et également le contour, dont le périmètre, dont on avait déjà délibéré. Mais en ce qui concerne là le nom, on avait essayé de proposer un nom différent qui était Vic Val-d'Adour Madiranais. En réalité, il sera peut-être question d'en discuter une fois la nouvelle communauté de communes effective. Mais à ce stade, je vous propose de valider le nom qui est le nom qui a été validé par les différentes communautés de communes, à savoir Val-d'Adour Madiranais. Communauté de communes Val-d'Adour Madiranais. Adour Madiranais. Adour Madiran? Non. Non. Les communautés communes ont voté Adour-Madiran et chez nous, c'était Adour-Montaneres Madiran ou bien Adour-Bigorre-Madiran. Il y avait le conseil communautaire a émis un choix différent des choix des autres communautés communes, sachant que c'est un nom temporaire. Écoutez, l'information que j'ai sur le vote des deux autres communautés de communes, c'est Val-d'Adour Madiranais. C'est Adour-Madiran.
Madiran appelé en tant qu'appellation. Bon, eh bien, nous remettons ce point au prochain conseil municipal. Non, on ne peut pas. C'est avant le 30 novembre qu'il faudra valider. Bien. Je suspends la séance pendant 5 minutes. Mesdames et messieurs, nous reprenons la séance du conseil municipal et le doute sur le nom qui a été adopté par 2 des communautés de communes ayant été levé. Il s'agit du nom communauté de communes Val d'Adour-Madiran. Et c'est le nom que je vous propose de voter ce soir. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Non, mais je voudrais poser une question. Je fais passer au vote. Le vote a été fait. Je suis désolé, je viens de commencer. Non, pas du tout. Écoutez, vous posez votre question après. Le vote, Non, je le vote suis a été désolée. fait. Avant le Mais vote. écoutez, arrêtez. Non. Je suis désolé, on vient de voter. Pas du tout, on n'a pas voté. Excusez-nous. On a une information à donner. En plus, c'est à la demande de la municipalité de Vic. Mais donnez votre information, Je le la vote a donne. été fait. À la demande de la municipalité de Vic, il avait été dit qu'il fallait faire figurer le mot Bigorre. Donc, quand on a présenté au conseil communautaire le nom, ce qui a été proposé, c'est Bigorre, Madiran, Montaneres. Et je rappelle que c'était même Madame Boiry qui regrettait, quand on en avait discuté, qu'il n'y ait pas Bigorre. Donc, nous avons mis Bigorre, Madiran, Montaneres. Je donne cette information. Après, vous procédez au vote que vous voulez, monsieur le maire. Oui, j'ai procédé avant cette information qui sera notée en PV du conseil municipal. Dès lors que vous ne levez pas la main, vous avez voté pour. Très bien. Non, alors, très bien. Je soumets au vote le nom Communauté des communes Val d'Adour, Madiran. Y a-t-il des oppositions? 6. Y a-t-il des abstentions? Merci. Point suivant. Sur les ressources humaines. On avait déjà délibéré sur le siège et sur le périmètre lors de conseils municipaux différents. Mais pour vous faire plaisir, Madame Sainty, nous allons redélibérer sur le siège à Vic-Bigorre et sur le périmètre qui correspond au périmètre donné par le schéma de coopération départementale. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. J'interprète le fait que vous n'ayez pas levé la main comme un vote faux. Mais du coup, c'est compliqué de l'interprétation puisqu'un même geste peut avoir 2 significations différentes apparemment. Ressources humaines, point numéro 17, sur la suppression d'un poste de technicien territorial, Monsieur Penn. Il s'agit d'acter ce jour la suppression d'un poste de technicien territorial de catégorie B du tableau des effectifs et de créer en même temps un poste à temps complet d'adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 2017. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Corsini. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel service il s'agit? Alors, il s'agit des services techniques, la suppression d'un poste d'encadrement des services techniques et de la création d'un adjoint technique territorial de catégorie C dans le cadre d'une intégration, une stagiairisation, pardon. Y a-t-il d'autres questions?
Les oppositions? Les abstentions? Merci. Point numéro 18, sur la suppression d'un poste d'adjoint technique de première classe à temps complet et création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet de 32 heures. Monsieur Penn. Il s'agit de la même ordre de choses, de supprimer du tableau des effectifs un poste d'agent technique territorial, d'adjoint technique de première classe, cet agent ayant fait valoir ses droits à la retraite, et en même temps de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet de 32 heures, puisque ce qui ne changera rien pour l'agent qui était précédemment recruté sur le remplacement de ce poste de l'agent mis en disposition, avec un maintien de la même quotité horaire, à savoir 32 heures. Y a-t-il des questions? Même question. Service technique. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Questions diverses et informations. Donc 3 à l'ordre du jour et j'en rajouterai 2. D'abord sur la dénomination du cheminement Robert Lestrade qui avait été évoqué par monsieur Mediamol. Lors du dernier conseil, je n'avais pas souhaité répondre sur le moment simplement pour prendre connaissance du dossier, mais après avoir pris connaissance du dossier, il nous semble tout à fait bien de procéder à la dénomination du cheminement Robert Lestrade. On pourra du coup définir une date peut-être au retour de monsieur Mediamol et avec la famille Lestrade, qui a déjà été contactée. D'ailleurs, je crois, le fils de Robert Lestrade, autre que Philippe Lestrade, qui était élu conseiller municipal pendant plusieurs mandats, et même au début de celui-ci. Point suivant, s'il n'y a pas de questions. Point suivant, sur l'inauguration de la salle de réunion Gilbert Dasque. Donc là, je proposerai à la famille de M. Dasque le 9 janvier 2017 comme date d'inauguration, probablement à 19h. Pourquoi nous le retardons? C'est parce que nous attendons de recevoir les chaises qui figureront autour de la table. Date du prochain conseil municipal non, c'est la salle de réunion, des élus qui vient d'être refaite. Point numéro 3, sur la date du prochain conseil municipal, je souhaite vous prévenir en avance parce que ce sera une date qui est pas nécessairement la plus pratique pour les emplois du temps des uns et des autres, puisque ce sera le 20 décembre à 20h30, non pas par coquetterie ou par souci d'ennuyer les uns et les autres, mais tout simplement parce qu'il faut que le commissaire enquêteur puisse nous rendre son rapport avant que nous puissions le voter, et il faut en même temps que nous le votions avant le 31 décembre 2016. Donc le 20 décembre est la date la plus proche, et que le commissaire enquêteur a accepté comme une date raisonnable pour rendre son rapport. Nous avons des questions diverses, monsieur le maire. J'ai précisé, madame, que j'avais 2 points supplémentaires comme questions diverses. C'est avant que vous clôturiez le conseil, parce qu'habituellement, vous nous coupez la parole, donc je préfère le préciser. Merci beaucoup, madame Corsini. Toujours cette joie de vivre. C'est formidable. Alors, un quatrième point tenait justement pour répondre à une critique qui a souvent été faite à notre égard, c'est-à-dire que notre gestion de la commune mettrait en péril l'investissement. Bon, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés sur la commune, mais si on regarde un chiffre qui est clair, alors bon, peut-être que c'est le directeur financier, un agent de la commune, qui a réussi à sortir ces chiffres, donc peut-être les remettre en cause. Moi, je m'y fie. La capacité d'une certaine façon d'autofinancement, c'est-à-dire la partie, à la fin de l'année, du fonctionnement qui est basculée sur de l'investissement. Si on fait la moyenne des 3 ans depuis que nous sommes en train de gérer la commune, il s'agit de 843 473 € en moyenne,
alors que sur le précédent mandat, il s'agissait de 758 000 euros, 770. Donc il y a quasiment 100 000 euros supplémentaires qui sont économisés en fonctionnement et qui passent en investissement depuis notre gestion. Voilà. C'était, à mon avis, assez important. Les chiffres peuvent tout à fait être rendus disponibles sans problème. Et puis le dernier point, je voulais simplement préciser à M. Curette, qui nous a annoncé sa candidature à la présidence de la nouvelle communauté des communes cet après-midi, que puisque l'autre candidat, Frédéric Rey, avait été reçu par le groupe majoritaire hors conseil municipal, mais avait été reçu, s'il souhaite lui-même venir exposer son projet, que ce soit devant le groupe majoritaire ou même devant le groupe majoritaire et le groupe minoritaire, un soir, il peut en faire la demande. Hors conseil municipal, puisque du coup, l'autre candidat... Très bien. J'ai terminé les points. Peut-être Madame Corsini, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, moi j'ai une question à poser. Nous avons entendu... Madame Sainty, donc. Oui, Madame Sainty, François Sainty. Nous avons entendu lors du conseil municipal l'intervention de M. Joseph faisant état de ce que le maire de Vic l'a suspendu momentanément de ses attributions en qualité d'élu adjoint aux travaux avant de le réintégrer. Nous n'avons pas réagi sur le moment, il y avait en plus un moment d'émotion évident, n'ayant pas d'éléments d'explication sur cette situation. Nous souhaitons que M. Joseph puisse nous éclairer devant l'ensemble du conseil municipal, ainsi que vous, Monsieur le maire, d'autant que depuis, on nous indiquait qu'il y aurait eu quelques soucis de confusion entre affaires privées et communales. Alors, quel est ce « on » ? Les Vicois. Ah, qui s'adressent à nous, des Vicois qui s'adressent à nous. Je rappelle quand même que nous représentons pratiquement la moitié des Vicois à Vic en tant que groupe minoritaire. Donc ces gens-là nous interpellent, ce qui est tout à fait normal. Vous représentez 46% des électeurs. Ça, monsieur, ça compte. Non, bien sûr, mais la dernière fois, vous avez dit 49, donc c'est pour ça que je précise. Alors, c'est les 3 points qui font la différence. Je vous conseille d'y porter une attention toute particulière à l'avenir. Joseph, s'il accepte de nous éclairer sur la situation. Écoutez, je vais vous répondre. J'ai été élu et j'ai accepté le rôle d'élu pour défendre les intérêts l'intérêt général, et en aucune manière un intérêt privé. Donc, tout problème qui ne résulte pas d'un intérêt général ne sera pas abordé au niveau du Conseil. Par contre, je serai toujours défendeur de l'intérêt général de tous les Vicois. Sur la démission, je n'ai pas d'explication de la part de Monsieur le maire, ni pour la remise en place des délégations. Voilà, donc je n'ai pas d'information officielle. Et pour ma part, je n'ajouterai aucun commentaire. Autre question? Ça s'appelle éviter de répondre. Ça s'appelle comme vous voulez. Autre question? Monsieur Paul? Par rapport à une... alors on parle des bruits, des choses qui sont rapportées. J'ai été, en tant que président de la régie du centre multimédia, j'ai été... on m'a fait part de différents bruits, et, enfin plus que des bruits, puisque ça m'a été confirmé par pas mal de personnes, sur le fait que dès janvier 2017, bien sûr, il y aura une nouvelle définition des postes, et un de vos adjoints s'est permis de venir dire que ce serait lui le président. Alors, jusqu'au 30, je voulais simplement... Vous parlez de quel adjoint? On n'est pas là. Non, on parle d'un de vos adjoints. Vous parlez de je parle d'un de vos adjoints. Pardon, vous changez de ton, s'il vous plaît. Non. Vous êtes en train de dire qu'un des adjoints est venu dire... Oui, alors je vous raconter toute l'histoire. Comme ça, vous saurez tout. Cet adjoint en question s'est permis, via des personnes et des réseaux, de contacter la productrice d'un concert que nous faisons le 17 décembre, en colportant quelques rumeurs sur lesquelles, bien sûr pas fondées, laquelle productrice m'a appelé pour me dire, pour me demander qu'est-ce que c'était que cette histoire. Nous avons réussi à calmer le jeu, le concert se fera et tout sera bien. Très bien. Là-dessus, la même personne s'est permis d'en parler au personnel du centre multimédia, ce que je pense est très grave, mettant en doute la qualité de travail, puisque quand on vous dit on change tout, on refait, ça va pas se passer comme ça, à partir de janvier, ce sera autre chose, je suis désolé. Ce sont des ans. Alors autant vous défendez vos personnels de la mairie, et on en fait de même, il est logique de défendre aussi le personnel de la Comcom.
Donc, je pense que tout ça, on verra le 1er janvier. Enfin, on verra courant janvier. Je pense que c'est bien. Si on veut, bon, vous avez parlé de la déclaration de la candidature de M. Curette. Nous allons partir sur 1 mois et demi où il va y avoir, comme tout moment politique, un peu. La seule chose que je demande, moi, à l'ensemble de l'Assemblée, c'est que tout ça, tous ces bruits de couloir, que chacun fasse son job. Et puis en janvier, les cartes seront redistribuées. Et puis, je ne serai plus président, ce sera quelqu'un d'autre, je serai peut-être président encore, tout ça, on verra. Mais ce que je vous demande, c'est d'être bien vigilant pour que vos collègues, enfin, votre collègue, puisque c'en était un, mais vos collègues, que tout soit clair. Alors regardez-moi bien, Monsieur Paul. J'ai déjà parlé à mon adjoint, parce que j'ai eu ces rumeurs qui me sont remontées aux oreilles. Et je peux vous assurer que cet adjoint en question, non seulement m'a dit que jamais il n'a tenu de tels propos, mais en plus, je sais qu'il ne le ferait jamais. J'ai tout à fait confiance en lui et je peux vous dire que ce ne sont que des rumeurs. Alors je vous demande, et laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Je vous demande de croire en ce que je vous dis, ce sont des rumeurs. Vous allez continuer à exercer vos responsabilités au moins jusqu'au 1er janvier prochain. Ensuite, on verra. D'accord ? Mais je peux vous assurer que, à Vic, parmi les gens qui lancent des rumeurs, je crois que vous en aurez peu de notre côté. Alors, je vais vous dire une chose, effectivement, vous voyez à quel point il n'est pas agréable quand on croit que le travail des agents qui sont de bonne foi et qui font tout pour réussir sous notre direction, avec parfois, dans certains cas, on leur donne de mauvaises directions, ça peut arriver, mais vous voyez à quel point c'est désagréable. Donc je demanderai aussi à tout un chacun de réfléchir aux conséquences de ces propositions et de ces positions quand justement elles mettent en question l'intégrité des agents qui, eux, sont des professionnels, contrairement à nous qui sommes des élus. Voilà. Et sachez que j'ai l'entière confiance en mon adjoint, qui jamais, je le crois vraiment très sincèrement, n'irait dire ça. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Joseph. Moi, je voudrais juste intervenir sur ce sujet parce que je pense que ça, ça ne grandit pas le Conseil d'être atteint par ce type de situation, sans préjuger du bien fondé ou pas de la remarque. Et je trouve qu'il serait logique qu'on puisse éclairer ce débat ou connaître la vérité pour que tout le monde puisse travailler sereinement. Donc sans préjuger de quoi que ce soit, puisque je suis ni à l'origine de la rumeur, ni informé de ce qui s'y passe. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres points avant que je ne clôture le conseil municipal ? Où en sont les barrières Rulana ? Où en sont les barrières Rulana ? Monsieur Joseph. Moi, je veux bien répondre. Si la benne à ferraille est toujours au niveau de l'atelier municipal, ils y sont. Non, c'est une boutade. Concernant la Rulane, donc c'est un point qui a été abordé à la réunion de travaux de jeudi 10. On a plusieurs solutions qui ont été envisagées et on a notamment une interrogation sur l'aspect légal de la solution de mettre ou pas mettre une barrière. Donc, on a d'une part le DST avec qui on travaille sur le sujet pour affiner ce cadre réglementaire. Et en parallèle de ça, donc, il a été acté en réunion de travaux de faire une réunion avec les riverains afin de pouvoir leur présenter les solutions possibles, les avantages, les inconvénients, et de recueillir l'avis des usagers. L'avis des usagers. Voilà. Donc on vous apportera une réponse par le biais de la prochaine réunion de travaux, si la décision est prise, et par le biais d'une réunion qui se fera avec les riverains. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.